Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect. Mon Dieu que c'est weird de faire une intro en français. On continue ça, la partie numéro 2 aujourd'hui du top 32. Donc on va aller de 16 à numéro 1. Puis je suis sûr qu'il n'y a personne d'entre vous qui sait c'est qui le numéro 1. Anyway, fait qu'on on va commencer ça tout de suite. Au numéro 16, j'ai Michael Brandsegg-Nygaard. C'est pas mon préféré, sauf que c'est un joueur qui est très... qui se projette facilement dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a un big body. C'est un gros gars, dans le fond, de 6 pieds 1, 200 livres. Il tire de la droite. C'est un des gars qui est les plus vieux dans le draft. Là. Il est né en octobre. Mais sa game est très, 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 très projectable. Elle se projette très facilement dans la Ligue nationale dans le sens que c'est un bon patineur avec un gros gars. Puis c'est un gars qui va jouer dans le trafic, qui va aller dans le milieu de la glace, puis il a un super bon tir. Là. C'est un tir qui est quand même très pesant, qui est très rapide, dans le fond. Là. La façon qu'il son release, la façon qu'il dégaine, dans le fond, la puck, c'est instantané, dans le fond, là, puis c'est super heavy. Fait que c'est dur à contrôler, puis c'est le fait aussi qu'il tire toujours comme du milieu de la glace. Il est toujours dans le trafic, puis il est bon pour justement faire un petit tour drag là, en même temps qu'il tire. Fait que... ouais, c'est ça. Fait, comme je te dis, c'est pas un gars qui, selon moi, est bourré de skill. Là. C'est pas les meilleures mains du draft. C'est pas le meilleur passeur. C'est pas le meilleur dans quoi que ce soit, dans le fond. sauf que de la façon qu'il joue, plus tu prends son profil physique, puis tu prends le fait qu'il joue dans le trafic, puis qu'il tire du milieu de la glace, qui joue bien défensivement, qui va aller compétitionner défensivement, qui va compétitionner offensivement, qui va aller sur le bord de la board, qui va aller dans les coins, qui va aller ramasser la puck, qui va l'amener vers le milieu. C'est tous des traits qui se projettent facilement à la Ligue nationale. Donc, pour cette raison, je l'ai au numéro 16. En termes de production, il avait bien commencé. Là, il jouait dans le junior, dans le fond, là, de la Suède, là, le J20, où il était quasiment 2 points par match. Là. Ça allait très bien, mais c'était le junior. Après ça, il a jumpé dans la Allsvenskan. Je sais jamais comment le dire, là. Mais Allsvenskan. Puis ça allait pas très très bien, mais là, récemment, je pense que dans les 5, 6, 7 derniers matchs, là, il y a au moins 1 point par match, quelque chose comme ça. Fait que ça va de mieux en mieux. Là. Il commence à s'adapter à jouer avec les hommes dans une ligue qui est quand même une bonne ligue. Là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que numéro 16, M. Brandsegg-Nygaard. Numéro 15, j'ai TJ Ginla. Puis ça, c'est un des candidats que j'ai qui pourrait définitivement monter d'ici la fin de la saison, là, ce que je pourrais avoir plus haut éventuellement. C'est un joueur qui est ultra dynamique. C'est un joueur qui joue très pesant sur la rondelle. C'est un joueur qui est bon comme pour passer. C'est un joueur qui est bon pour tirer. C'est un joueur qui est bon en transition. C'est un joueur qui compétitionne défensivement, offensivement. C'est un joueur qui fait tout. Puis en plus, quand tu le regardes, tu as l'opportunité de regarder Andrew Crystal. Fait que c'est toujours un win. Mais sinon, le gars, il a 60 points en 45 matchs, puis il a 34 buts en 45 matchs. Fait que ça veut tout dire. Là, il est capable de marquer des buts. C'est pas un gars qui va toujours tirer de l'extérieur non plus. C'est un gars qui est justement un peu comme Brandsegg-Nygaard, va aller dans le trafic, mais il est beaucoup plus skilled, je pourrais dire, dans le fond, que Brandsegg-Nygaard, mais il n'a pas le même profil physique. C'est un meilleur patineur. C'est un joueur qui a beaucoup de hargne, un peu comme son père, dans le fond. Là, son père, c'était un goal scorer qui jouait dans le trafic tout le temps. Là, puis, c'est ça. Il est un peu comme ça, mais pas nécessairement la même grit, là, mais même style. OK? Sinon, comme je disais, ça se peut très bien que d'ici la fin de la saison, là, il soit plus haut dans mon ranking parce que justement, j'aime beaucoup, beaucoup la façon qu'il joue. Puis je trouve qu'il s'améliore à chaque fois que je le regarde. Fait que je vais continuer à le regarder. Puis étant donné que c'est quelqu'un qui est en dehors du top 10 en ce moment, c'est pas quelqu'un que je vais faire un scouting report comme prochainement. Là. Ça va attendre un petit peu parce que j'essaie comme d'attraper la vague en faisant ceux du top 10 en premier. Fait que c'est ça. Fait que TJ Ginla, numéro 15 sur la coche. Numéro 14, Liam Greentree. Puis c'en est un joueur que j'ai fait un scouting report au complet dessus. Un joueur que j'aime beaucoup. Là. C'est pas le meilleur patineur. Là. Il est probablement un petit peu sous la moyenne en ce moment, mais c'est quelque chose qui peut se corriger. Puis je pense pas que c'est aussi quelque chose qui va l'arrêter. Des fois, le patinage peut justement make or break un joueur. Là, peut faire en sorte que même s'il avait des bonnes aptitudes offensives, ça fait en sorte que ça fonctionne pas au niveau de la Ligue nationale parce qu'il est trop lent
où il se fait toujours rattraper, où la défense est capable de maintenir un gap tellement tête sur lui qu'il ne sera jamais capable de rien faire. Fait que, mais Liam Greentree, je pense qu'il est assez intelligent, puis il n'est pas mauvais à ce point-là. Fait que c'est ça, puis il peut toujours s'améliorer. Là. C'est juste que des fois, le monde qui sont pas si bons patineurs que ça prennent un peu plus de temps à s'améliorer ou à devenir des joueurs de la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui a un gros gabarit quand même. Là. Il est 6 pieds 3, 200 livres. Il a une tonne de skills. Ses mains sont super bonnes. Son tir est excellent. C'est un bon passeur. C'est pas un primary playmaker. Là. C'est pas un joueur que sa première force, là, c'est de faire des jeux. Là. Mais dans mon scoring report, je dis que je serais pas surpris s'il devenait un très bon playmaker. Puis la raison pourquoi, c'est parce que je pense qu'il y a le sens pour, puis il y a aussi l'exécution. C'est un gars qui est capable d'exécuter des passes rapidement. C'est quelqu'un qui est capable, comme je dis, qui a des bonnes mains, fait qu'il est capable de jouer en l'entour des joueurs, d'envoyer la puck, que ce soit du revers, que ce soit du forehand. Il y a les skills pour faire les passes. Je pense qu'il y a la vision pour faire les passes. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il devienne un meilleur playmaker qu'est-ce qu'il est en ce moment. Fait que c'est ça pour le numéro 14 qui était Liam Greentree. Au numéro 13, j'ai Trevor Connolly. Puis ça, c'en est un autre qui pourrait très bien monter parce qu'il y a tout sauf le style de jeu. En termes de skill, je pense qu'il est définitivement un joueur qui devrait aller dans le top 10. Sauf que de la façon qu'il joue actuellement, même si là, il est rendu très productif, c'était un peu plus slow au début, mais là, il est rendu très productif. Très individualistique, joue d'une façon très individuelle. Un peu comme Beckett Seneca, dans le fond, là, Seneca, je sais pas. Il veut tout faire par lui-même. Là. Il va attaquer les joueurs là, un par un, essayer de passer à pas entre leurs jambes, en dessous de leur bâton, passer par en arrière, les bas de l'extérieur, n'importe quoi, mais il va essayer de tout faire tout seul au lieu de des fois juste faire un petit give and go, envoyer la puck à gauche, descendre vers la droite, puis reprendre la puck à droite, puis voilà, je suis à côté du net. Tu comprends? Fait que c'est ça. Mais sinon, en termes de skills en tant que tel, c'est un très bon tireur, même si c'est un fabricant de jeu en premier lieu. C'est un très bon patineur dans toutes les directions. Il est très fluide. C'est un gars qui va prendre beaucoup de vitesse dans la zone neutre en utilisant des crossovers. Sa vision est bonne, il passe bien, il tire bien, il fait un peu de tout. Il joue peut-être un peu trop sur l'extérieur, mais en même temps, on dirait que ça dépend des games. Là. Des fois, tu es beaucoup sur l'extérieur, puis des fois, ben, tu le vois dans le trafic. Fait que lequel des Trevor Connolly qu'on va avoir, je ne sais pas, mais en même temps, c'est quelque chose qui est coachable. Si le désir est là de vouloir s'améliorer, ben peut-être qu'il va s'améliorer. Ou sinon, peut-être pas. Aussi, dans le fond, le fait, là, je sais que quand il avait comme 15-16 ans, il avait fait des affaires là, sur les réseaux sociaux, puis ça n'avait pas été bien vu, évidemment, parce que je pense que c'était raciste, une affaire de même. Là. Mais tu sais, il a fait du bénévolat dans la communauté juive pour essayer de se rattraper, puis de payer, ou pas de payer, mais tu sais, de subir les conséquences de ses actes, si on veut, dans le fond. Fait que c'est quand même honorable de ce côté-là. Mais tu sais, je sais qu'il y a encore du monde qui parle qu'il y a des problèmes de caractère, puis tout là. Je sais pas combien de poids que je mets là-dessus, parce que je peux pas le juger par moi-même. Fait que je suis obligé de, comme un peu, brush it off, là, passer à côté de ça, parce que dans un sens, si quelqu'un, un scout quelconque, dit « Ah, il y a des problèmes de caractère », mais moi, j'ai jamais parlé au gars, j'ai jamais parlé au coach. Je veux dire, c'est bien beau l'opinion d'une personne, ça veut pas dire nécessairement que c'est vrai. Là. Fait que les problèmes de caractère, moi, je les laisse de côté, puis j'évalue le joueur en tant que tel. Ses erreurs de 15-16 ans, ben c'est ses erreurs de 15-16 ans, puis s'il a pris la responsabilité, puis il a fait le travail en conséquence pour se faire pardonner ou peu importe. Everything is good under the sun. All right? Fait que c'est ça. Numéro 13, ben c'était ça. Trevor Connolly. Au numéro 12, j'ai Carter Yakemchuk. Puis ça, c'est un des défenseurs qui pourrait finir numéro 1 pour moi. Okay, Carter Yakemchuk, le problème, c'est qu'il n'est pas excellent défensivement. Okay, des fois, il a l'air un peu perdu, puis il précipite ses gestes un petit peu. Mais c'est un joueur qui est très physique défensivement. Il va sortir du jeu en étant physique. C'est un peu à la Jacquet, là, où il essaie de frapper juste pour frapper, puis finalement, il est en dehors du jeu, puis ça crée un 2-on-1. Fait que c'est un peu ça, Carter Yakemchuk. Fait que il y a du coaching à avoir, sauf que le potentiel est là défensivement.
C'est pas le meilleur des patineurs, mais c'est un patineur que je dirais qui est average. J'ai vu du monde qui disent que c'est un très bon patineur. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je trouve qu'il se fait rattraper à chaque fois qu'il crée une transition puis qu'il essaie de la sortir lui-même puis de skate all the way to la zone offensive par lui-même. Là. Je trouve qu'il se fait toujours rattraper puis c'est quelqu'un qui prend la puck. Fait que c'est probablement pas sa grande force selon moi. Mais tu sais, en même temps, c'est pas un mauvais patineur. C'est pas un gars qui est pas capable de pivoter. C'est pas un gars qui est pas capable de défendre de reculons. C'est pas un gars qui est pas capable d'avancer non plus. Il est average. Mais c'est ça. Quand tu prends son habilité, c'est un gars de 6 pieds 3. Là, fait que c'est un gars qui est pesant. C'est un gars qui est gros. C'est un gars qui a un bon reach. C'est un gars qui joue physique. Fait que tu prends tout ça, tu te dis, bon, il y a un certain potentiel défensivement, là, c'est certain. Fait que tu as juste besoin de le coacher un petit peu, de faire un clean-up dans ses décisions, là, qu'il soit un peu moins, qu'il sorte un peu moins de jeu avec son physique, des affaires comme ça. Mais offensivement, c'est un gars qui brille, là, dans le fond, là, dans l'offensive. Là. First, il y a des mains en or. Okay? Pour ceux qui ont écouté la partie là, des meilleurs espoirs de la CHL, je pense qu'il y a comme 3, 4, 5 fois là, où il a complètement là, déculotté des joueurs, là, des toe drag alentour d'eux autres. C'est passé à pas entre les jambes, puis toute l'équipe, fait que dans le trafic. C'est un gars qui a des mains d'un forward, mais il est à la défense. Fait qu'il utilise ça à son avantage beaucoup quand il joue, là, même dans la WHL. Là, c'est très évident qu'il sait que ses mains sont excellentes pour un gars de son gabarit puis un gars qui est à la défense. Fait qu'il utilise ça beaucoup pour bouger up and down là, dans la zone, puis il utilise son patin pour bouger latéralement, ouvrir des lignes de passe, ouvrir des lignes de tir, puis il est très bon à tirer la puck puis la mettre sur le net, puis son shot, c'est une explosion. Il tire vraiment fort, puis il est très précis, puis il est très bon pour mettre la puck là, entre les joueurs puis entre les bâtons. Là. Il y a 23 buts en 45 matchs. Là. C'est excellent. Puis en plus, c'est pas comme s'il s'avance dans l'enclave pour essayer de faire ses tirs. Il y en a des joueurs qui réussissent à atteindre ces sommets-là comme défenseurs, mais plus souvent, ils s'avancent dans l'enclave. Puis c'est moins projectable dans la Ligue nationale comme défenseur de t'avancer dans l'enclave. Tandis que lui, il peut te la tirer de la ligne bleue, le coller sa ligne bleue, puis elle va rentrer pareil. Il y a vraiment un tir foudroyant, puis très précis, puis très bon à passer à travers le trafic. Puis s'il passe pas à travers le trafic, ben, il brise des jambes. C'est un peu ça. C'est aussi un bon passeur. Je pense pas que c'est un gars qui va comme quand je pourrais dire là, comme jouer au puzzle avec la défensive. Là. Il va pas comme break down la défensive en tant que telle. Mais il est capable de créer des lignes d'ouverture. Il est capable de créer de l'espace en attirant des joueurs sur lui-même puis créer comme un pocket où ce qui peut envoyer la puck pour qu'un joueur la ramasse dans l'enclave puis fasse un tir. Fait qu'overall, offensivement, il est juste excellent. Puis défensivement, le potentiel est aussi excellent. Fait que même si je l'ai au numéro 12, là, c'est pas hors de tout doute qu'il va pas finir dans mon top 5. Fait que c'est à suivre, ça va voir comment il va aller. Fait que c'est ça. Numéro 11, j'ai Zane Perek. Puis ça, c'est un joueur qui des fois monte, des fois descend. Ça dépend de la partie que j'ai écoutée. Tu sais, comme après la partie des top prospects CHL, j'étais comme, ouais, je suis pas sûr. Mais des fois, je regarde d'autres parties et je suis comme, OK, c'est bon. C'est un gars qui est ultra talentueux. C'est un gars, quand je dis, il y a une tonne de talent offensif. Son caractère offensif, c'est son hockey sense offensif est vraiment excellent. C'est un gars qui bouge très, très bien. Là. Il bouge très, très bien défensivement, en transition ou offensivement. Il est vraiment bon là, pour bouger latéralement sur la ligne ou à descendre up and down dans la zone pour créer des lignes de passe puis des lignes de tir puis ouvrir de l'espace pour d'autres joueurs. Fait que sa force est offensive, sauf que on voit souvent là, du monde qui disent « Ah, mais il est horrible défensivement. » Puis je suis pas 100% d'accord dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un petit peu d'exagération quand on dit qu'il est horrible défensivement. Là. C'est pas un joueur qui va aller faire du contact physique. Là. Je pense pas. Ça peut être son style pantoute. Là. C'est plus un gars qui va essayer de free le contact ou d'aller chercher la puck dans un coin puis de créer un petit fakey pour essayer de prendre la puck cleanly puis de l'envoyer de l'autre côté. Là. Ça peut être un gars qui a envie vraiment d'aller sur le coin de la bande, se faire ramasser puis de mettre son pied sur la puck puis essayer de l'envoyer à un autre joueur. C'est pas du tout son style.
Fait que c'est ça. Fait que défensivement, il va jouer plus collé sur le joueur. Il va essayer d'être disruptive. Je sais pas comment on dit disruptive, mais en tout cas, c'est ça. Il va essayer justement là, de créer du chaos là, pour le joueur qui essaie de défendre. Puis c'est pas mal ça. Mais en dehors de ça, sa défensive est pas forte, là, sa défensive, sauf que il y a un certain potentiel. Je pense pas qu'il va être un Tony D'Angelo, là, dans le sens qu'il sera jamais capable de défendre du tout, là, qu'il va être juste un aspect négatif sur la glace à chaque fois qu'il est sur la glace puis qu'il n'a pas que ça sur son bâton. Là. Fait que je pense pas que ça va être ça. Puis du côté où si admettons il devient ça, ok, puis que ma lecture de Zamperek est complètement wrong, ben je pense que l'offense qu'il va amener est tellement bonne que en bout de ligne, ça devient comme ça devient un peu comme égaliser le tout, là, même si t'es pourri défensivement, si t'amènes une offense, on peut toujours te shelter, là, on peut toujours te faire juste des déploiements offensifs, là, ou majoritairement des déploiements offensifs, t'envoyer sur le fly quand la puck est en transition, quand la puck est déjà dans la zone offensive. Fait que il y a toujours un moyen de moyenner, puis en même temps, on te fout sur le premier power play à chaque fois, puis tu diriges ça comme un quarterback en arrière. Fait que il y a toujours une façon de faire les choses, de faire fonctionner les choses, mais je serais quand même surpris là, que ce soit là que ça s'en aille, là, parce que c'est un gars qui est intelligent. Comme je disais dans la version anglaise, là, je viens juste de la faire dans le fond, puis justement, je disais comme quoi, j'ai lu là, comme 1 an là, sur NHL.com qu'il y avait son diplôme d'études secondaires depuis comme 2 ans. Une affaire comme ça, là, fait comme 2 ans et demi qu'il a son diplôme d'études secondaires. Il a encore 17 ans, puis il prend des cours universitaires, puis fait que, définitivement, c'est un gars qui est intelligent. Son père, c'est un médecin, si je me trompe pas. Fait que, l'intelligence, ça roule dans la famille. Là. Fait que, fait que s'il est capable d'avoir cette intelligence-là offensive, selon moi, il va être capable d'avoir assez d'intelligence pour, mettre un genou, mettre un bâton dans une passe de ligne, dans une ligne de passe. Fait que, on va jamais demander là, d'être le gars physique, puis d'être le gars qui protège sa ligne bleue, puis peut-être que ça va être lui, il va forcer le monde sur l'extérieur, puis il va après ça, au lieu de vraiment comme les smoochies sur la bande, ben, il va juste se mettre dans les lignes de passe, dans les lignes de tir, puis peut-être pas dans les lignes de tir, je pense pas qu'il va se mettre à bloquer les shots, là, mais peut-être dans les lignes de passe là, avec son bâton, son genou, son corps, là, utiliser ça, ou tu comprends, hein? Je pense que ça va être plus ça son style de défense. Mais anyway, Zamperek, le potentiel offensif est excellent, puis le potentiel défensif il est comme moyen, dans la moyenne, admettons. Fait que, en bout de ligne, ça ferait tout un joueur s'il arrive à faire ça. Fait que c'est ça. Numéro 10, Konsta Helenius. Je suis pas son plus grand fan. Okay, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui sort quand tu regardes ce joueur-là, que ce soit dans le U20 ou que ce soit dans la Liga. C'est... définitivement, là, c'est un bon joueur. Là. Il n'arrête pas de produire. c'est sûr que c'est un bon joueur parce qu'il joue contre des hommes dans une ligue qui est hyper défensive, hyper plate, puis il est capable de produire pareil. Mais quand je le regarde, il y a vraiment pas une tonne qui sort. C'est un gars qui est capable de créer de l'espace pour ses teammates. Là. C'est un gars qui va attirer des double coverage sur lui-même. C'est un gars qui va s'approcher du trafic pour que le monde pour que les joueurs soient concentrés sur lui, qu'ils mettent leurs yeux, leur focus, qu'ils tournent les épaules vers lui, ils essaient de le poke check, puis pendant ce temps-là, ça ouvre un espace pour un teammate qui arrive en background, puis il envoie la puck dans l'espace qu'il a créé. C'est ça son style de jeu. Il a un bon tir, c'est un bon passeur, mais c'est pas un passeur hors pair. C'est pas un gars qui est capable d'envoyer la puck là, à travers les jambes et les sticks l'autre bord de la glace. C'est pas son style de jeu, puis je pense pas nécessairement qu'il a le talent pour le faire non plus. Fait que c'est ça, mais c'est un gars qui, overall, a juste beaucoup de skills qui sont bons, qui sont dans la moyenne ou un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est un bon patineur, c'est pas un gros gabarit, mais il a beaucoup de compétition. C'est un gars qui, il va pas jouer physique, mais il a pas peur d'aller sur le bord des bandes, il a pas peur d'aller dans le trafic. C'est un gars qui va jouer quand même très bas là, dans l'enclave. Là. Fait que c'est définitivement pas un gars qui a peur. Là. Lui, il s'en fout qu'il a 5 pieds 11. Là, il est prêt. Sauf que il n'y a pas grand-chose qui sort. Sauf que tout le monde là dans leur top 10, fait qu'il doit bien avoir une raison. Là. Mais pour l'instant, je pense qu'en dehors de la production qu'il y a dans la Liga, j'ai de la misère un peu à voir qu'est-ce qui fait que
il devrait être dans le top 10. Fait que, pour l'instant, il l'est. Peut-être que je vais. Peut-être que j'ai juste pas écouté les bonnes games aussi. Là, j'ai pas vu une tonne de games de lui dans la Liga. J'en ai vu, je pense, 3 ou 4. Puis j'ai vu le U20. Fait que peut-être que j'ai juste pas pogné les bonnes games. Puis finalement, le gars est excellent. Là. Mais dans ce que j'ai vu, il était zéro dynamique. Puis c'est pas comme si c'était un gars qui ressortait là, avec ses skills. Fait que ça reste à voir. Je vais voir plus de games d'ici la fin de la saison. Puis je verrai bien, dans le fond, je pense que ça l'augmente ou pas, mais pour l'instant, je pense que c'est un joueur qui est safe, c'est un joueur qui va jouer dans la ligue, mais est-ce qu'il est top 6, est-tu middle 6? En ce moment, je pense plus middle 6, sauf que en même temps, je me dis tout le monde là dans le top 10, fait qu'il doit avoir une raison, fait que je le mets dans le top 10 pour l'instant, puis on verra vers la fin qu'est-ce que ça donne. OK? Fait que 10, Konsta Helenius. Numéro 9, j'ai Zeev Buium. Ça en a un autre qui bouge un peu, qui monte, qui descend. Mais pas nécessairement qui monte parce que il monte pas bien plus haut que 9 là, pour moi. Là. Mais c'est un gars qui a des habilités offensives qui sont très, 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 très bonnes. C'est un joueur que ça fait comme 2 ans qu'on voit venir, là, puis qui est bon à chaque niveau. Il joue toujours comme un niveau au-dessus du niveau auquel il devrait jouer, puis il est toujours excellent. T'sais, l'année passée, avec l'équipe du USNTDP U18, il était déjà comme. Comment je peux dire? Il était déjà comme un joueur de première ronde ou un joueur de deuxième ronde. Là, fait que si l'année passée, il était ça, ben cette année, il est encore mieux. Surtout que là, dans le fond, il pète tout. Là. Je vais juste aller voir ses stats 30 secondes. Là. J'ai fait un meilleur setup aujourd'hui. Je suis capable de voir les stats du monde. Ouais, c'est 34 points en 25 matchs. Là, fait que, c'est dur de s'astiner sur son apport offensif. Là. C'est juste que c'est pas le plus gros gars. Puis son. Je sais pas, je sais pas si son offense va se traduire au point de ce que c'est en ce moment. Comparativement à Zane Perek, je suis capable de voir à quel point comme son talent est inné dans le fond là, pour son offense. La façon qu'il crée son offense, ça a l'air de quelque chose qui va être excellent à la Ligue nationale aussi. Tandis que Buium, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus moins talentueux. Il y a une tonne de production, sauf qu'il a l'air moins dynamique, dans le fond, là, comme je pourrais dire, moins dynamique avec la puck sur son bâton. Mais en même temps, il est meilleur défensivement. À quel point, par contre, je sais pas, mais c'est un autre joueur qui va se coller sur la personne qui défend pour essayer d'être le plus disruptive possible. C'est pas quelqu'un qui joue d'une façon très physique, mais c'est quelqu'un qui est très très bon pour aller ramasser les pucks dans sa zone, dans le coin. Là. C'est quelqu'un qui va ramasser la puck et qui se fait jamais prendre. T'sais. Souvent, tu as des joueurs qui vont aller la ramasser puis ils se font piner sur le board, puis après ça, ils sont pognés là, puis ils essaient de passer la puck avec leurs pieds ou peu importe, là, mais puis c'est 50-50 un peu. Avec Zeev Buium, c'est le contraire. Dans le fond, lui, il est capable vraiment là, d'envoyer des fakes là, d'un côté puis de l'autre, puis de ramasser la puck. Là, puis c'est super clean, puis il n'y a plus aucune pression. T'sais, il peut vraiment shake off la pression là, comme un pro. Vraiment, c'est. En anglais, tu dis roll off the checks, là, ben lui, c'est un peu ça. Dans le fond, le monde essaie de le frapper, sauf que même si la NCAA, c'est pas ultra physique, là, même si le monde essaie de le frapper, là, il roll off the check, puis il se fait jamais frapper, puis il sort avec la puck, puis il relance ça. Fait que de ce côté-là, c'est très bon. Puis c'est un gars qui aussi, offensivement, là, son explosion latérale est vraiment, vraiment excellente de la façon qu'il peut partir d'un point puis jumper à l'autre bout de la ligne en un instant, ouvrir des lignes, ouvrir des pockets, ouvrir des lignes de passe, de tir. C'est excellent. Puis c'est un gars qui va jouer up and down aussi dans la zone. Il va descendre dans l'enclave pour prendre un tir ou faire une passe. Il regarde à gauche et envoie la puck à droite. Il est très, très bon pour manipuler la défense. Pour être sûr que dans le fond, il enlève leur bâton dans la zone de passe. Fait que... ouais, c'est ça. Il est très bon, mais j'ai une couple de questions dans ma tête. Fait que ça va être à suivre. Je pense pas qu'il va monter plus haut que ça. Mais en même temps, top 10, c'est top 10, là. On s'entend? C'est ça. Fait que numéro 9, Zeev Buium. Numéro 8, j'ai le géant Anton Silayev. Un gros joueur, là, évidemment. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Là, c'est un gars de 6 pieds 7. 6 pieds 7, il patine super bien, là, surtout pour sa grosseur. Mais même si t'enlèves sa grosseur, c'est un bon patineur, même contre des gars de 5 pieds 10. Là. Fait que c'est sûr que quand t'as un gars de 6 pieds 7 qui peut patiner comme ça, puis qui défend avec la physicalité qu'il a,
c'est alléchant. C'est ça. Puis là, tu prends en compte sa production. C'est une production pratiquement historique. Là, c'est pratiquement jamais vu. Sauf que il y a bien des points là, qui viennent du début de la saison. Je me souviens pas exactement. Là, je l'ai écrit quelque part, mais je sais pas où. Mais c'est comme dans ses 10 premières games, ses 12 premières games, il y avait eu comme 8 points, une affaire là, comme ça. Puis depuis ce temps-là, il y a comme un point aux 10 matchs, aux 12 matchs, une affaire de même. Fait que, offensivement, je pense qu'il était jamais le joueur qu'on a vu au début. Je pense que ça n'a jamais été ça, Anton Silaev, là, même quand on regardait au début. T'sais, au début, je regardais parce que je voulais regarder aussi Bogdan Konyushkov. Puis, il a jamais popé là, comme un joueur offensif. Là. Oui, OK, il est capable de bien bouger dans zone offensive, puis il est capable d'envoyer des pucks sur le net. Il est même très bon pour envoyer des pucks sur le net. Mais ses points, c'était justement des rebounds, c'était des déflexions, des affaires comme ça, c'était des deuxièmes passes. C'était pas. Il était pas le playmaker. Là, en tout cas, moi, je me souviens pas vraiment de points où il y avait l'air vraiment du top playmaker là, qui faisait le quarterback à ligne bleue. Là. Fait qu'offensivement, je pense que c'est quand même limité. Là. C'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend autant que la défense. Si t'es excellent offensivement, tu peux apprendre la défense puis devenir un bon two-way guy avec une excellente offense. Mais quand ton offense est déjà, pas médiocre, mais déjà comme très moyenne, mais c'est excellent défensivement, les chances sont que tu vas être un gars qui va être excellent défensivement puis qui va avoir un apport offensif plus limité. T'sais. Est-ce qu'il va partir de ce qu'il fait en ce moment puis devenir un gars de 50 points? Permettez-moi d'en douter. Mais il n'y a rien d'impossible. La progression d'un joueur, ça peut se faire à tout moment. C'est un gars qui a encore 17 ans. C'est un gars qui est né en avril. Fait que c'est pas impossible qu'il développe cette partie-là de sa game, mais c'est. Je sais pas. Moi, quand je le regarde, je vois pas quelqu'un qui a nécessairement de la vision. Je vois pas quelqu'un qui a nécessairement le sens du hockey pour créer de l'offense, ouvrir des lignes, puis ouvrir de l'espace pour ses teammates, pour aller lead le rush, puis envoyer une puck au trailer ou des affaires comme ça. C'est pas ce que je vois, sauf que défensivement, il est juste overwhelming. Là. Il protège sa ligne bleue, il veut pas que tu passes, puis si tu passes, ben il va te smoocher sur la bande, puis il va prendre la puck, puis il va repartir avec, puis tu vas essayer de le rattraper, puis ça marchera pas, puis il va l'envoyer de l'autre côté. C'est un joueur qui va être super là, responsable, super dependable. Les coachs ils vont l'envoyer, il va jouer comme 25 minutes par game. Là. C'est ce style de joueur-là, mais je sais juste pas offensivement qu'est-ce que ça va être. Mais défensivement, il va être une beast, c'est sûr. T'sais, le gars, il a 6 pieds 7, son bâton fait la moitié de la glace. Là, fait que c'est ça. Fait que numéro 8, Anton Silaev. Au numéro 7, j'ai Caden Lindstrom. C'est un gars sur qui j'ai déjà fait une vidéo complète. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Évidemment, c'est en anglais, donc il faut parler anglais pour le voir. Sinon, tu mets sur mute et tu écoutes les highlights. Je sais pas, comme tu veux. C'est un gars de 6 pieds 4 qui se patine très bien aussi, pas autant que Silaev, mais c'est un gars qui patine très bien, 6 pieds 4, un centre. Le gros de sa game, là, c'est sa compétitivité, sa physicalité, son tir, son patin, son gabarit. Okay. Il prend ça, il met ça en un morceau. Comme je disais, là, je dis dans l'autre podcast, là, mais c'est genre là, 1 heure que je le faisais. Mais c'est quand je vais dire, il prend ses outils, il est capable de fermer la boîte. Lui c'est pas comme si ses mains sont bonnes, mais elles sont pas nécessairement là, sont pas excellentes. C'est pas un gars qui crée une tonne de fake là, ici, par là, puis que oui, il fait un peu, là, mais c'est. Il y a des bonnes habitudes de le faire, mais c'est pas quelqu'un qui le fait comme, mettons, un de ses coéquipiers, là, Gavin McKenna, qui lui, il le fait à un niveau élite, qui a comme 15 ans. Mais sinon, c'est un gars qui vraiment, il joue dur, c'est un gars qui va aller jouer dans le trafic, c'est un gars qui, c'est impossible de prendre la puck de lui quand il décide de la protéger, c'est un gars qui va jouer proche du net, qui va aller dans le crease, c'est un gars qui va faire une tonne qui va prendre des rebounds, mais c'est aussi un gars qui a le tir pour te battre, avec du range, mettons, là, passer le cercle des mises en jeu, là, il peut envoyer un tir, là, un laser. Il le fait pas nécessairement souvent, il le fait pas nécessairement à tous les matchs. C'est comme inconsistant. Je sais même pas si c'est un mot français, inconsistant, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, sauf que c'est là.
C'est une corde à son arc. Là. Il a le tir pour battre les goalies de loin. Fait que, je pense qu'éventuellement, il va se mettre à l'utiliser plus. C'est un gars qui a joué un peu plus dans la finesse récemment, là, qui essaie comme de découvrir sa game de finesse. Définitivement, les équipes qui vont le repêcher, ils vont le repêcher pour le joueur qui c'est-à-dire, dans le fond, le gars qui a beaucoup de compétition, beaucoup de physicalité, qui est 6 pieds 4, qui est 6 pieds 4, qui patine bien, qui frappe, qui tire un laser, qui joue proche du net, qui prend des rebounds. Fait que c'est ça. C'est pas le meilleur passeur. Je m'attends pas à ce qu'il devienne un playmaker vraiment. C'est à gauche. C'est un gars qui va avoir besoin de quelqu'un pour lui lancer, pour lui donner la rondelle. Pas nécessairement. Quand je peux dire. C'est pas un gars qui a besoin de quelqu'un d'autre pour créer pour lui. Parce qu'il peut facilement créer sa propre espace. Il est excellent d'ailleurs là, à driver sa ligne puis à créer sa propre espace. Mais c'est un gars que ça ouvre d'autres opportunités si tu lui donnes aussi un playmaker qui est sa coche. Parce que de son côté, tout seul, il va être capable d'amener la puck, faire la transition, l'amener dans la zone puis de scorer par lui-même. Ça va être dur à chaque fois, mais il va être capable de le faire puis il a la capacité pour le faire. Mais si tu lui donnes un playmaker par-dessus ça sur sa ligne, il y a aussi l'option de s'effacer puis d'aller se mettre dans l'enclave lui-même puis de juste attendre dans le fond là, pour faire un catch and release ou pour faire un one-timer puis fait que tu sais lui il peut dans le fond disrupt là, créer du chaos dans la zone payante là, si on veut dans le fond puis attendre la puck là puis tandis que s'il n'y a pas de playmaker avec lui il faut qu'il fasse tout lui-même sauf qu'il a la capacité pour le faire ce qui est quand même relativement impressionnant on s'entend. Fait que c'est ça. Fait que Caden Lidstrom, numéro 7, vidéo sur lui déjà. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Numéro 6, Artyom Levchunov. Wow. Artyom Levchunov. Un autre défenseur, un peu comme Carter Yakemchuk, qui pourrait très bien finir mon numéro 1. Pour l'instant, c'est mon numéro 2. Fait que à suivre. Mais le plus que je le regarde, le plus que je l'aime, là, c'est. J'ai vu quand même une bonne quantité de monde là, qui dit comme quoi c'est pas nécessairement un bon défenseur. Moi, je trouve que son potentiel défensif est comme through the roof. Là. Il est vraiment, vraiment bon. C'est un autre gars qui est physique, très physique. Tu le regardes, il est comme 2 fois plus large que tous les autres joueurs sur la glace. Là. Sauf que lui aussi, il a un peu de tendance à sortir de la game avec sa physicalité et tout le kit, sauf qu'il a un meilleur patin pour revenir, pour reprendre position puis se replacer. C'est un gars qui joue d'une façon là, overwhelming. Là. Il va vraiment comme venir t'entourer là, avec son gabarit puis son bâton, puis t'empêcher de bouger, t'empêcher de faire des passes, t'empêcher de prendre un tir, n'importe quoi. Il va jouer agressivement sur toi. C'est pas un gars qui est passif. C'est pas un gars qui fait juste se mettre dans la ligne de passe puis dans la ligne de tir puis il attend qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment un gars qui va aller chercher la rondelle, un gars qui va jouer agressivement, qui va jouer proche, qui va être fatigant, qui va être physique, qui va être fort. C'est un gars qui gagne toutes ses batailles. Toutes ses batailles là, sur le long de la bande, dans les corners. C'est ça. Défensivement, personnellement, je trouve que son potentiel est excellent, là, mais vraiment, vraiment excellent. Puis offensivement, c'est la même chose. Peut-être un petit peu plus polyvalent que Carter Yakemchuk, dans le sens qu'il est meilleur pour distribuer la rondelle. Je pense pas qu'il y a un meilleur tir en tant que tel. Carter Yakemchuk, il pète tout là, quand il tire. Levchunov, il a un super bon tir aussi, mais un peu plus polyvalent dans la façon qu'il peut bouger, dans la façon qu'il est capable d'ouvrir des espaces aussi, puis il joue up and down dans la zone, puis il est capable d'envoyer la puck dans la slot, il est capable dans l'enclave, il est capable de descendre dans l'enclave lui-même aussi pour aller prendre des tirs là. Il est très agressif offensivement, de la même façon qu'il est très agressif défensivement. Là. C'est pas un joueur passif, mais pas du tout. C'est un 4e avant à chaque fois qu'il est sur la glace, dans le fond. C'est simple. Là. C'est un gars qui va soit lead le rush, qui va être le trailer, qui va ramasser la puck dans l'enclave haute, puis qui va la mettre sur le net ou qui va rediriger la puck. C'est un gars qui est toujours libre pour recevoir la rondelle. Il bouge très bien. Là, sa qualité off the puck est excellente. Là, la façon qu'il bouge pour se mettre en position d'être capable de la recevoir puis être hors, dans le fond, interception ou hors reach des défenseurs qui essaient de couper les lignes de passe. Ouais, c'est ça. Fait que, offensivement, potentiel sky high. Défensivement, potentiel sky high. Fait que, c'est un autre gars qui, dans son année recrue,
dans son année de draft, dans le fond, là, dans la NCAA, il est à 1 point par match ou très proche. Là. Fait que, c'est ça. Le potentiel est là. Puis je pense que sa game était plus complète là, qu'un gars comme Ziv Bouillon qui a une meilleure production. Mais lui, il est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, beaucoup plus tout. OK? Fait que c'est pas mal ça. Si on passe au prochain... Oups, pas juste que j'ouvre ma liste. Prochain, Cole Eiserman au numéro 5. Je sais qu'il est descendu dans plusieurs listes. Là. J'ai même vu en dehors du top 10 dans une liste. Je me souviens pas c'est laquelle. J'essayais de la trouver tantôt, mais je m'en souviens pas. Ça fait aucun sens selon moi. Là. Parce que, oui, OK, Cole Eiserman, c'est un gars qui est unidimensionnel. Là. Sa dimension, c'est de scorer des buts. C'est pas un gars qui c'est pas un two-way forward, là, on s'entend. Mais sa dimension, c'est la dimension la plus difficile. T'sais. Fait que, je veux dire, si t'as un gars qui est élite puis qui est unidimensionnel, ben tu veux que ce soit à scorer des buts. T'sais. Si le gars il est juste élite unidimensionnel défensivement, ça a sa qualité puis c'est des joueurs qui sont très importants, sauf que je sais pas. Moi je prendrais celui qui est élite à scorer des buts. C'est peut-être juste moi, je sais pas. Mais tu sais, c'est aussi un gars que quand tu regardes jouer, là, si tu t'en vas là, avec l'idée préconçue que tu veux voir un gars qui joue une game two-way, qui redescend deep dans sa zone, puis qui est toujours en support de ses défenseurs, puis si c'est ça que tu t'en vas regarder quand tu vas voir Cole Eiserman, c'est sûr que tu vas être déçu. Là. C'est sûr que tu vas l'avoir dehors de ton top 10 parce que c'est pas ça qui t'amène, mais pas du tout. Là. Comme je dis, il est unidimensionnel, mais dans sa dimension, il est multidimensionnel. T'sais, je m'explique là. C'est pas juste un gars qui fait des buts avec ses one-timers sur le flank quand il n'y a personne pour le surveiller. Et c'est pas juste un gars qui se fait oublier et qui fait ses one-timers. C'est un gars qui est capable de faire des buts de toutes les façons inimaginables. C'est un gars qui a vraiment pas peur de se diriger dans le trafic. Okay? Puis il est quand même pesant. C'est un gars de 6 pieds, mais il fait comme 200 livres. Fait qu'il va dans le trafic. Son catch and release est phénoménal. La façon qu'il fait juste ramasser la puck est genre même pas une demi-seconde sur sa palette puis est reparti top corner. Là. Catch and release, OK, quand il est short side, là, la puck, elle rentre toujours short side. c'est simple, c'est toujours comme la puck, elle zing sur le côté des oreilles du goaler, puis elle est dedans à chaque fois. Son tir est tellement fort, est tellement incontrôlable pour les goalers, puis il est capable de les faire de n'importe quelle façon. Comme je dis, son catch and release est impressionnant, mais autant son one-timer est impressionnant, autant que son tir quand il est en plein patin, là, tu sais, in motion, là, comment on dit ça, en mouvement. T'sais, il est en train de patiner full vitesse, puis du moment à un autre, là, pow, la puck est partie, puis il est déjà rentré, tu as à peine eu le temps de réagir, c'était le goaler. Là. Fait que, tu sais, c'est en termes de tireur, il est ultra impressionnant. Puis comme je viens juste de dire dans la version anglaise de ce podcast-là, tu sais, si tu prends Cole Caulfield, admettons, tout le monde aime Cole Caulfield, right? On s'entend, la majorité du monde, là, il l'aime. Son apport défensif avant, là, était quand même très médium. Son apport, dans le fond, de puck retrieval, aller d'un coin, aller sur la bande pour aller ramasser la puck, ou son apport physique est très, 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 très médium, pour être poli. Mais ça s'est amélioré avec le temps. T'sais, il s'est fait coacher par, principalement Martin Saint-Louis, qui dit on veut que tu sois un meilleur joueur, pas juste un goal scorer. Puis il est capable de faire un peu de tout. Il s'est rendu un bon passeur. C'est un gars qui est quand même potable défensivement. C'est pas juste une valeur négative quand il est sur la glace. C'est un gars qui est capable d'aller chercher les pucks puis de la rediriger rapidement quand il va sur le bord de la bande. C'est pas un gars qui va aller se battre sur le bord de la bande puis qui va gagner ses combats puis de mettre sa jambe puis ses hanches devant l'autre joueur puis tout le kit. C'est pas ça qu'il va aller faire. Sauf que c'est un gars qui est capable d'aller chercher la puck et la rediriger rapidement. Fait qu'il y a son apport en termes de cycle, il y a son apport en termes de défense aussi. C'est plus juste unidimensionnel, je fais des buts, that's it. Ben, c'est la même chose pour Cole Eiserman. Là, en ce moment, il a 17 ans, c'est genre le joueur le plus jeune du draft. Là, il est né le 29 août, je pense, une affaire comme ça. Fait il est ultra jeune, il a en masse le temps de se faire coacher puis d'apprendre que si tu joues bien ta défense, ben, tu vas avoir la puck plus souvent puis tu vas pouvoir partir de l'autre côté puis faire des buts. T'sais. Fait que quand il va avoir appris ça, quand il va se faire coacher ça va l'aider. Puis aussi, dans son équipe, c'est le goal scorer. Là. Fait que c'est... À un moment donné, il y a ça aussi, c'est qu'il y a personne qui demande là, d'être le gars qui descend deep dans sa zone. Là. On lui demande attends en ligne, reçoit la puck, part avec, fait un but. Là.
En vrai. Fait que, tu sais, oui, il y a sa part de blâme dans le fait qu'il n'a pas vraiment ouvert son. Je pourrais dire, il n'a pas rajouté de corde à son arc. Là, il n'est pas devenu vraiment un meilleur playmaker. C'est pas un mauvais passeur pour autant. Là. J'ai vu faire des passes transversales à travers la glace, là, à travers comme 4 joueurs, puis ça a passé, puis c'était sur le tape. Il fait des passes que justement, il y a des joueurs des fois qui sont pas capables de. Ou qui s'attendent pas à recevoir cette passe-là là, parce qu'elle ne contrôle pas pantoute quand elle arrive. Là. Mais c'est pas ça, sa game. Encore sa game, c'est de faire les buts. Fait que c'est ça. Fait qu'il fait les buts. Okay? Mais je pense que c'est un gars qui va être capable d'élargir sa game. C'est un gars qui va être capable justement de trouver une autre dimension dans son playmaking parce qu'il y a les mains pour, il y a la vision pour, il y a la capacité pour. C'est pas un gars qui est. En tout cas, c'est ça. Il est juste excellent dans sa dimension, mais je pense qu'il peut devenir bon dans d'autres dimensions. Il ne sera jamais là, Patrice Bergeron, là, on s'entend. Ça ne sera jamais ça, sa game. Il ne sera pas Arthur Likonen, il ne sera pas Valérie Nichushkin. C'est pas ça qui est. Sauf qu'il va être bien meilleur que, en tout cas, que Likonen ou Nichushkin offensivement. Au moins, du moins à faire des buts. Puis il est capable de faire de toutes les façons possibles. Fait que, il y a toujours comme une qualité à retomber dessus. T'sais, s'il n'y a pas d'option pour son one-timer, ben OK, je vais m'en vais dans le trafic. S'il n'y a pas d'option dans le trafic parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir d'ouverture, ben il est capable de faire un toe drag shot là, facilement en dehors du trafic puis de l'envoyer, même s'il est loin là, dans la zone offensive. Si ça, c'est pas ouvert, ben il va faire un catch and release de proche. Si ça, c'est pas ouvert, ben il va se planter en avant du net puis il va faire une déflexion. Il y a toujours une option pour lui de scorer des buts. Puis il garde de toutes les faire puis il fait tout d'une façon élite. Fait que je pense qu'il mérite sa place dans le top 5. Fait que c'est ça. Cole Eiserman, numéro 5. Numéro 4. Numéro 4, c'est Berkeley Catton. Ça, c'est un joueur sur lequel j'ai déjà fait une vidéo complète. Fait que je vais comme breeze over it. Je vais en parler un peu plus rapidement. C'est un de mes joueurs préférés dans le draft. C'est un des meilleurs passeurs dans le draft. Je pense que la qualité de ses passes et sa vision est complètement at the top. Okay? Il est vraiment, vraiment, vraiment bon passeur. C'est assez impressionnant de la façon à quel point il est capable d'envoyer la puck dans des espaces qui sont tellement petits. Puis, qu'il y a 8 joueurs entre lui et le gars qui va la recevoir. Là, il trouve juste la trajectoire parfaite pour l'envoyer. Puis la puck, elle a toujours genre juste la bonne hauteur puis le bon poids dessus pour qu'elle se rende puis qu'elle soit assez heavy pour se rendre, mais en même temps, pas trop heavy que le gars il est pas capable de la catcher quand elle arrive. Fait que tu sais, juste un excellent passeur. Il a des excellentes mains aussi. Là. Il est très bon pour garder la puck en dehors de la portée des défenseurs ou ceux qui essaient de le poke-checker. C'est pas un gars nécessairement qui est. Oui, il est flashy des fois, mais c'est pas un gars qui joue pour être flashy. Là. C'est pas ça, sa game. Il essaie de garder ça un peu plus simple, sauf qu'il utilise ses mains très, très bien pour keep away puis pour faire ses passes. C'est un gars aussi qui a un bon tir. Comme je dis dans mon vidéo, je suis pas trop sûr pourquoi il score autant de buts. Okay? Parce que son tir est bon. Sa release est très rapide. Il a l'air précis, il a l'air une bonne vélocité, mais c'est pas un tir qui est super pesant. Il n'a pas l'air ultra dangereux, son tir. Là. Ni son one-timer, ni son catch and release, ni son wrist shot là, en stride. Là, mais l'affaire, par contre, c'est qu'il tire toujours de l'enclave. Pas son one-timer, là, mais quand il a la puck, il amène toujours la puck de l'extérieur vers l'enclave puis il prend son tir dans l'enclave. Presque tout le temps. Fait que, si tu as moindrement un bon tir puis un bon sens offensif comme Berkeley Catton, là, qui a un sens offensif là, hors pair, tu vas en faire des buts là, si tu vas dans l'enclave. Ça, c'est simple. Si tu as un tir de qualité, tu as des bonnes mains, tu es capable de jouer dans le trafic, tu es capable de contourner les joueurs et d'envoyer la puck rapidement. Tu n'as pas besoin d'une piste d'atterrissage pour lancer la puck. Généralement, tu vas en faire des buts, puis c'est vraiment ça. C'est que c'est un gars qui est toujours dans la zone dangereuse. Puis quand il n'est pas dans la zone dangereuse, il envoie la puck dans la zone dangereuse. Toute sa game est en l'entour de ça. Ses passes sont dans la slot. C'est sûr, il y a toujours des exceptions. Là, évidemment, sur le powerplay, des fois, elle va à travers la glace tout le kit pour faire bouger le goaler. Là. Mais à 5 contre 5, là, s'il ramasse la puck et il est à l'extérieur, la puck, elle s'en va dans l'enclave. C'est simple. Il va trouver une façon, il va bouger, il va utiliser ses mains, il va utiliser son regard, un fake ici, par là, puis il va envoyer la puck dans la zone à chaque fois. Fait que
Berkeley Catton, c'est un gars qui a un dual threat dans le fond. C'est un gars qui peut tirer des buts dans l'enclave. C'est un gars qui peut passer la puck dans l'enclave à un niveau assez incroyable. Puis c'est un gars aussi qui compétitionne très fort défensivement. Un gars très, très, très agressif sur le piqué. Là. Comme je dis dans mon vidéo, là, des fois tu le vois, il part, puis il court après le joueur dans sa propre zone, puis il prend la puck, puis il va faire un but où il fait une passe. Il est ultra dangereux sur le penalty kill. Comment on dit ça? Le désavantage numérique, il est super dangereux. Puis défensivement, c'est pas toujours consistant à chaque game, sauf que défensivement, il met toujours de l'effort, presque toujours de l'effort. Puis c'est ça. Fait que c'est un gars qui est complet, mais c'est un gars qui est élite aussi dans un certain sens. En tant que passeur, c'est un gars élite. Son sens du hockey est très, très haut. Fait que ouais, fait que j'ai le numéro 4, puis je pense pas que c'est un gars qui va descendre. Selon moi, si ce gars-là, s'il va dans une direction, il va juste monter, il va pas descendre. Fait que c'est un de mes préférés. Fait que c'est ça. Fait que numéro 4, Berkeley Catton. Et au numéro 3, j'ai Sam Dickinson. Dickinson, c'est un joueur qui est très complet comme un défenseur, puis c'est aussi un gars qui est un gros bonhomme, c'est un gars de 6 pieds 3. C'est un défenseur gaucher qui patine très, très bien. C'est pas un patineur élite, là, je dirais, sauf que c'est quand même très, très bien là, par en avant, par en arrière, sur les côtés. La mobilité des 4 côtés est excellente. Défensivement, je trouve que c'est un joueur qui pourrait gagner à être un petit peu plus agressif, dans le sens qu'il laisse beaucoup rentrer le monde dans sa zone pour après ça les piner sur la board ou bloquer les lignes de passe. Puis les étouffer, si on veut, un coup qu'ils sont rentrés dans la zone. Sauf que j'aime bien les joueurs qui arrêtent le joueur avant la ligne bleue, qui ne donnent pas leur ligne, qui gardent un gap très serré avec le joueur, qui sont comme fatigants, dans le fond. Là. Dickinson, il n'est pas tout le temps comme ça. Dans la zone neutre, s'il est capable de t'enlever la puck avec son bâton, il va le faire, mais je sais pas, il ne fait pas vraiment souvent avec son corps. Tandis qu'un coup qu'il est rentré dans la zone, là, il va essayer de comme... quand je peux dire, comme t'encercler avec son corps puis avec son bâton puis tout le kit. Sinon, offensivement, c'est un joueur qui fait des jeux pro. C'est pas un gars qui est vraiment flashy, là, mais c'est vraiment un gars qui va faire qui est très bon offensivement, là, mais c'est pas un Zellweger, c'est pas un Lane Hudson, c'est pas un joueur de ce type-là. C'est un joueur qui est vraiment plus, qui va faire des petites passes, qui va faire des petits jeux, qui va lancer la puck sur le net pour avoir des rebounds, qui est capable de bien se déplacer à la ligne bleue justement pour ouvrir des lignes de tir et des lignes de passe. Il se déplace de haut en bas. Que je le vois des fois qui se pose à côté du net, qui reste là, puis il attend de pouvoir faire une petite déflexion sur le goaler. Fait que, il est très actif. Puis il fait des jeux qui sont très professionnels, pas des jeux qui sont flashy puis qui essaient de passer à travers la défense au complet par lui-même puis break down le système au complet par lui-même. Puis c'est pas vraiment son style. Fait que c'est pas mal ça pour Dickinson. Si vous voulez voir, dans le fond, là, j'ai un scouting report là, sur YouTube complet là, avec plein de highlights, plein d'explications pour chacune partie de son jeu. Fait que vous pouvez aller voir ça. Et au numéro 2, j'ai Ivan Demidov. Et Ivan Demidov, c'est définitivement le joueur le plus excitant à regarder dans le draft. Si vous aimez le draft, mais j'imagine que oui, si vous écoutez ce podcast-là, c'est parce que vous aimez le draft. Vous avez probablement déjà vu des highlights de ce qu'il fait dans la MHL. Le problème, c'est qu'il est fait dans la MHL plus que d'autres choses, hein, mais c'est quand même assez... C'est très évident le talent qu'il a avec ses mains et son bâton. Là, c'est plus qu'évident. Là. Comme je disais, le problème, c'est qu'il fait dans la MHL, qui est une ligue qui, généralement, les joueurs de ce niveau-là, les joueurs d'exception comme Mishkov, puis lui, ils jouent pas dans la MHL à leur année de repêchage. Mishkov, l'année passée, il jouait dans la VHL, il jouait dans la KHL, puis je pense qu'il a joué une couple de parties dans la MHL dans les séries. Je suis plus trop sûr, je me souviens pas trop, là, mais il n'a pas joué beaucoup de parties dans la MHL. Fait que, si tu veux comparer les stats, on peut pas vraiment. Faut reculer à l'année d'avant, qui est le draft -1, où là, on peut comparer les stats, puis définitivement, là, il y a quand même un bon gap entre Mishkov et Demidov en termes de production. Fait que, le monde, des fois, qui pense que Demidov, c'est le Mishkov de cette année, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Mishkov, son track record, là, c'est... Quand je pourrais dire ça, son track record, en tout cas, vous comprenez. Son historique de production est plus longue, est plus grosse, est meilleure, plus impressionnante que Demidov. Fait que oui, quand tu regardes Demidov, je pense que c'est un joueur qui probablement se traduit mieux à la Ligue nationale. C'est un gars qui utilise extrêmement beaucoup ses mains pour créer des jeux puis comme mélanger les défenseurs en avant de lui.
Mais c'est un joueur qui est un peu plus complet dans le sens que c'est un excellent playmaker et un excellent tireur. C'est pas juste un tireur fabricant de jeu pour lui-même. C'est pas un gars qui crée de l'espace juste pour lui-même. C'est un gars qui crée de l'espace pour tout le monde sur la glace. Il est capable d'attirer autant de joueurs qu'il veut sur lui-même puis garder la puck hors de portée pour les défenseurs puis d'envoyer ça dans des espaces qu'il a créés en attirant les défenseurs sur lui-même. Fait que c'est un gars aussi qui est très, très, très impliqué dans toutes les zones. Je dirais pas que c'est un gars qui va tuer des pénalités dans les nationales, là, peut-être pas à ce point-là. Sauf que c'est un gars qui s'implique sur le back-check. C'est un gars qui va s'impliquer dans sa zone, qui va se mettre dans les lignes de passe, qui va essayer de les couper, qui va peut-être pas tirer, peut-être pas bloquer des tirs, là, mais qui va s'impliquer, qui va essayer justement de reprendre la rondelle puis de repartir de l'autre côté. Ça se voit qu'il veut pas être dans la zone défensive. Tandis que si on compare encore avec Michkov l'année passée, à part flotter puis regarder ce qui se passe, il n'était pas très, très actif. Il n'y avait aucune activité dans la ligne défensive comme Demidov il fait. Fait que Demidov, il travaille très fort défensivement, travaille très fort offensivement, travaille très fort dans la zone neutre. Fait que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur qui va probablement être plus facile à projeter dans les nationales, que tu es capable d'avoir une production, même si l'historique de production est moins bonne, c'est plus projetable. C'est pas mal ça. C'est un joueur sur qui je vais faire un scouting report complet là, bientôt probablement parce que je pense pas qu'il va y avoir une tonne d'évolution dans son jeu d'ici la fin de l'année. Les joueurs que je fais actuellement, c'est des joueurs qui généralement, je trouve que leur évolution est pas mal atteinte, si on veut, pour ce qui est de cette année. Fait que je des joueurs comme Sam Dickinson, Cole Eiserman, des joueurs comme Berkeley Catton, c'est tous des joueurs qui, selon moi, vont pas évoluer une tonne d'ici la fin de l'année. On pourrait être surpris, évidemment, mais je penserais pas. Tandis que un joueur comme, je sais pas, là, mais comme Trevor Connolly, admettons, lui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution dans son jeu d'ici la fin de l'année. Fait que je vais pas faire un scouting report dessus. Fait que c'est un peu ça que je pense de Demidov. Je pense qu'il est plus proche, justement, là, du Cole Eiserman puis Berkeley Catton que du Trevor Connolly. Fait qu'éventuellement, assez proche, je vais faire un scouting report au complet dessus. Fait que tout ça pour finir que au numéro 1, j'ai Macklin Celebrini. C'est pas une surprise pour personne. Il y a absolument personne qui l'a pas numéro 1. Puis c'est pour une bonne raison quand même. Il n'y a pas de point d'interrogation dans sa game. Il n'y a pas de point d'interrogation dans sa production. Il n'y a pas de point d'interrogation nulle part. C'est pas un joueur que tu peux te dire OK, bon, ben, il travaille pas fort défensivement, ça va-tu bien aller dans la Ligue nationale? Tu n'as pas cette question-là. C'est pas un joueur qui te dit OK, bon, ben, on voit les skills, on voit ce qu'il peut amener, mettons, comme Slavkovski dans son repêchage, mais la production n'est pas là. Tu n'as pas ça avec Macklin Celebrini. Sa production est excellente. Fait que tout est là. C'est un package complet. Est-ce qu'il est-tu du même niveau que Bedard? Non, mais en même temps, des niveaux de Bedard, il n'y en a pas une tonne. Là, on s'entend. Il y a peut-être McKenna dans 2 ans à suivre, on verra. Mais encore là, sa production est un petit peu en dessous de ce que Bedard faisait à son année de 15-16 ans. Peu importe. Là. Restons sur le sujet. Fait que c'est ça. Fait que Macklin Celebrini, c'est un joueur qui est extrêmement complet. C'est un joueur qui démontre depuis des années qu'il est très, très bon. Puis je pense que si on avait à le mettre, mettons, dans le repêchage de l'année passée, ce serait un joueur qui serait probablement là, quelque part entre Will Smith, puis Carlson, puis Fantilli. La production n'est pas aussi bonne que Fantilli. Je pense qu'une production comme qu'il y a dans la NCAA, c'est probablement mieux que la production de Will Smith. C'est tellement dur à comparer, sauf que c'est un joueur qui n'a pas vraiment de points faibles. Si on pourrait dire Carson, dans le temps, quand il jouait, son tir, son patin, c'était pas. C'était des questions. Là, on voit cette année, ça va quand même bien le patin, ça va quand même bien le tir. Fait que c'était une question, puis on a une meilleure réponse à la question. Fantilli, la question, c'était plus comme le playmaking, c'était plus le sens du jeu offensif. On sait qu'il est capable de tirer, on sait qu'il a des mains qui sont extrêmement bonnes, on sait qu'il va dans le trafic, on sait qu'il est physique, on sait qu'il s'en va au net, on sait qu'il va faire des buts. Est-ce qu'il est capable de créer autant que, mettons, un gars comme Will Smith ou un gars comme Carson? Ça reste à voir. On n'a pas encore la réponse à cette question-là. Moi, je pense qu'éventuellement, oui, mais on n'a pas encore la réponse. Tandis que Macklin Celebrini, c'est un joueur que tu prends une partie de chacun de ces joueurs-là, puis il l'a. Dans le fond, il n'y a pas de question sur son tir. Son tir est foudroyant.
la release de son snapper, non pas son slapper, mais son snapper ou son wrist shot est extrêmement rapide. Il est très, très bon avec ses mains dans le trafic. Là. Il n'y a personne qui est capable de mettre son bâton sur sa poque quand il s'amène dans le trafic pour faire un tir. C'est un gars qui va tirer des endroits dangereux. Il va aller dans l'enclave haute, dans l'enclave basse. Il va se promener partout sur la glace, mais il va rester dans le milieu pour pouvoir prendre ses tirs. C'est un gars qui est extrêmement dangereux offensivement, mais pas juste avec ses tirs, avec ses passes aussi. Fait que c'est comme on combine Carson et Fantilli ensemble. Il y a des mains qui sont excellentes. Est-ce qu'ils sont aussi bonnes que les mains de Fantilli? Probablement pas. Mais en même temps, il est extrêmement dynamique avec son patin, il est extrêmement dynamique avec ses mains, extrêmement dynamique avec son tir, extrêmement dynamique avec son playmaking. Fait que, tu sais, puis là, en plus, tu rajoutes le fait que le gars, il travaille super fort défensivement. C'est un excellent patineur. Il peut, sa transition de la défense à l'offense se fait en un éclair. Puis il n'y a personne qui est capable de l'arrêter dans la NCAA. T'sais, même si c'est pas la ligue la plus physique qui existe, là, il passe partout. Il n'y a personne qui l'arrête. Là. Puis c'est un gars qui a aussi, si les choses ne marchent pas, il est capable de revenir sur des petits jeux. Il est capable de faire un petit give and go en zone centrale pour pouvoir rentrer dans la zone facilement. Ou même, dans le fond, on envoie la puck sur la ligne bleue, rentre dans la zone dans le milieu de la glace, puis reprend la puck au milieu pour lancer un tir sur le net. Il est capable de revenir au petit jeu simple. C'est pas un gars qui veut toujours impressionner avec ses mains. C'est un peu comme à la Will Smith l'année passée, que chaque jeu devait être un jeu impressionnant, un highlight de la semaine. Ben lui, c'est différent. Il est beaucoup plus. Là, on peut garder les choses simples s'il faut garder les choses simples, mais il est capable d'aller de l'autre côté aussi puis de faire bouger les choses d'une façon assez impressionnante. Fait que, ouais, je pense que... Écoute, Mackenzie Celebrini, je pense que ça va être tout un joueur, sérieusement. C'est un gars qui va être capable d'avoir une super bonne two-way game. Probablement qu'il va être capable de tuer des pénalités dans la Ligue nationale. Puis, je sais pas si ça va être un Selke. C'est dur de dire ça, là, de dire que tel joueur va être un Selke. On dit ça à chaque année de certains joueurs, mais c'est dur d'amener ça. C'est un gars qui va être responsable défensivement, qui va faire sa job, mais c'est un gars aussi qui va produire probablement plus qu'un point par match en Ligue nationale parce que ses atouts sont tellement bons, sont tellement dynamiques, puis il est tellement complet qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels il peut retomber quand il y en a un qui ne fonctionne pas. T'sais. Si aujourd'hui les passes, ils passent pas, ça va dans les jambes, ça va dans les bâtons, puis ils sont tous bloqués, mais aujourd'hui, on va tirer. Puis c'est tout. Si aujourd'hui mon tir ne fonctionne pas, ben je vais faire des passes, puis je vais patiner, puis je vais mélanger la défense, puis tu vois, il y a juste trop d'éléments sur lesquels il peut retomber. Fait qu'il va juste continuer de produire, peu importe ce qui se passe sur la glace, il y a toujours quelque chose qu'il peut faire de plus. Il y a toujours un élément dans sa game qui peut amener pour continuer à produire. Fait que, je pense que l'offense ne sera jamais un problème pour lui. Puis il travaille très fort défensivement. Fait que c'est un joueur qui va être extrêmement complet. Je pense que je me suis répété une couple de fois, mais c'est ça qui est ça. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond, pour aujourd'hui. Je pense que on va arrêter ça là. Hein? On est au numéro 1, je n'ai pas trop le choix. Je sais pas ça va être quoi le prochain podcast. Je sais pas ça va être quand le prochain podcast, mais je vais essayer de trouver un sujet assez rapidement. Si jamais vous avez des idées de sujets pour un podcast, de ce que vous voulez que je fasse avec ça, vous pouvez me les envoyer. Puis à partir de là, je vais travailler dessus. Puis je vais en faire un autre. J'aimerais ça d'en faire un assez rapidement, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Fait à suivre, mais je vais revenir avec un. Puis comme je dis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça va m'aider justement à brainstormer un petit peu là, qu'est-ce que je fais avec ça. Là. J'ai aucune idée où je m'en vais avec ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans le prochain. Peace.